Bon, est-ce qu'on passerait pas maintenant au débrief du Lorca Quest? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je peux aussi vous rappeler d'aller sur labellecarte.fr évidemment pour pouvoir passer vos précommandes, notamment de l'Orcana chapitre 6 pour ceux qui n'ont pas encore précommandé. On a aussi du chapitre 1. N'hésitez pas à aller faire un tour pour l'exclamation Label Carte. Mais on va passer maintenant au Lorca Quest parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On va s'intéresser à la fois à la structure du tournoi, à la structure de la convention et parler de l'événement lui-même. Déjà, on est très content. Voilà, il faut savoir qu'on a été contacté par les organisateurs du Lorca Quest, donc par Wonder. C'est lui qui a voulu que ça soit nous, en tant que Valais PL, qui caste cet événement. Ils nous ont choisi notamment pour le côté rassembleur qu'on peut avoir, et c'était très important pour nous déjà de mettre ça en avant dans Magic, c'est-à-dire être capable à la fois de réunir une communauté plus casual et plus compétitive pour faire vivre le cast comme un événement communautaire et pas seulement un cast dédié à ceux qui ont la dent longue sur le compétitif et qui sont des matrixés du Lorcana Compet. Non, nous, ce qu'on a envie, c'est qu'aussi la personne qui fait pas forcément de compétitif ou alors les familles qui jouent à Lorcana avec leurs enfants, ils ont envie aussi de venir voir les casts Lorcana. Et je trouve ça très très cool que Wonder nous ait ciblé pour ce cast-là, là où on n'avait jamais fait de cast Lorcana, donc c'était pas évident que nous étions les bonnes personnes pour caster cet événement. En fait, dès lors qu'on n'avait pas de CV sur le cast Lorcana, c'était pas forcément naturel que quelqu'un nous appelle pour faire ça. Et en fait, lui, il a vu ce que nous, on met en avant, et donc je suis très content que quelqu'un ait été sensible à ça. Il a vu ce qu'on mettait en avant sur YouTube, c'est-à-dire un cast inclusif qui essaye de parler à tout le monde, qui essaye de régaler à la fois les plus compétiteurs avec des analyses techniques poussées, mais à la fois aussi le grand public en essayant de vulgariser et de faire de chaque cast un événement. Donc déjà, voilà, en premier lieu, merci à Wonder et aux organisateurs du Lorca Quest de nous avoir fait confiance sans, encore une fois, cast pilote. C'est-à-dire qu'on n'avait pas casté de Lorcana avant. Bon, on avait beaucoup d'expérience sur Magic depuis des années, mais globalement, il aurait pu faire appel à des gens qui avaient déjà casté et du coup ne pas forcément penser à nous. Moi, je trouve ça assez cool qu'il ait pris entre guillemets le risque pour son événement et on sait à quel point ça lui tenait à cœur de partir sur des casteurs dont on savait même pas comment la communauté allait réagir de nous voir au cast. Spoiler, ça s'est bien passé, mais je trouve que c'est aussi une petite prise de risque de sa part que je salue. On va s'intéresser globalement à l'organisation, à l'événement, et ensuite on partira sur la partie plus jeu, plus l'Orcana, plus metagame, où on ira voir un petit peu les listes du top 8. L'organisation était très cool avec nous, hein. On nous a logés dans un hôtel juste à côté de la convention, donc on était vraiment à proximité pour pouvoir dormir et venir sur les conventions le jour même, le matin assez facilement. Donc ça, pour le coup, on nous a vraiment très bien traités, c'était très très cool. Au niveau de la mise en place, on avait un staff technique qui était composé donc du coup d'un régisseur principal, de deux assistants de réalisation et d'un ingé son, ce qui était globalement hyper clean pour pouvoir faire un cast de qualité. Là où d'habitude, nous, on est habitué à gérer nous-mêmes notre régie, donc c'est surtout PL qui s'occupe de la technique. Donc ça veut dire qu'en même temps que tu castes, tu dois quand même gérer tes assets, changer de scène et compagnie, tout pré-shot. Là, pour le coup, on est arrivé, on a mis nos pieds dans des chaussons, il y avait rien à faire, tout était organisé, pris en compte par le Lorca Quest et notamment par Mathias qui du coup s'occupait de la prod. C'était c'était très cool, en tout cas c'était très satisfaisant de pouvoir à la fois mettre en place le cast, avoir une zénithale, mais en même temps avoir des caméras qui permettaient de voir les mains des joueurs, avoir un setup canapé pour pouvoir interviewer les joueurs et en même temps avoir un setup au cast pour pouvoir caster dans une autre salle que là où jouaient les joueurs. Globalement c'était d'un niveau. Je pense que les gens ne se sont pas tous bien rendus compte de la qualité du... Alors, je ne parle pas de ma qualité de caster, hein, de ce qui a été dit pendant les lives, je parle de la qualité visuelle et technique du cast. Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qui a été mis en place par Lorca Quest, et donc je tiens vraiment à le souligner, c'était assez exceptionnel. Au niveau des personnes avec qui on a travaillé, bah, gros big up au staff technique, c'était très cool. Mathias a toujours été très à l'écoute, très... Ouais, en fait, c'est ça, très à l'écoute de ce qu'on lui demandait quand on lui disait on préférerait ci, on préférerait ça, il faudrait mettre plutôt ça en place, plutôt ça en place. Il avait vraiment envie qu'on fasse le meilleur cast possible, quand bien même parfois ça pouvait contrevenir avec ce que demandait globalement le Lorca Quest et notamment le côté convention. Lui, il était vraiment très non, c'est on caste un tournoi, c'est important aussi de trouver cet équilibre-là. Donc voilà, c'était très sympa parce qu'il faut savoir qu'en gros, quand on a été contacté, on nous a demandé de caster le tournoi du Lorca Quest, mais de mettre aussi en avant la convention.
Ce qui fait que pendant tout le week-end, et vous l'avez vu pendant le cast, on a dû faire aussi la part belle à la convention, expliquer qu'il y avait aussi une convention Disney à côté, que les gens pouvaient y venir en famille, qu'il y avait des enfants qui jouaient sur le côté, qu'il y avait notamment des tournois dédiés, il y avait des cosplayers, il y avait des comédiens de doublage. Et tout ça, évidemment que ça participe à la réussite du Lorca Quest et que c'était exceptionnel. Mais parfois, nous, quand on castait, et que notamment une game était finie et que on voulait faire une interview, débriefer quelque chose, et ben des fois on devait entre guillemets switcher sur la partie convention, un petit peu comme si la partie convention était sponsor du cast. Et c'était le cas, puisque c'est la partie convention qui payait tout le staff technique, c'est pas PL et moi-même qui avons payé ça. Et donc on était très reconnaissant d'avoir cette qualité-là, en contrepartie du fait qu'il fallait mettre en avant la convention, et c'était très cool. Sauf que nous, sur le jour 1, la partie convention, parfois techniquement, ça suivait pas forcément. C'était pas toujours le plus qualitatif. On se rappelle notamment le fameux moment du concert qui fait que toute l'interview avec Rov pendant 10 minutes a été complètement, complètement loupée et qu'on a dû la reprendre et compagnie. Et donc ça a amené quelques petits problèmes techniques qui sont liés aussi à d'autres choses. Je rentrerai pas dans le détail, mais il y a des gens pas forcément très bienveillants qui ont fait de la merde le vendredi soir pendant l'installation, qui évidemment n'ont pas été reconduits après et qui ont amené aussi certaines problématiques. Et mais voilà, et donc du coup sur le jour 2, on a voulu recentrer quand même tout en... Moi, le dimanche matin, j'ai eu un rendez-vous avec la directrice communication du Lorca Quest pour lui dire, bah écoute, voilà, moi je comprends qu'il faille mettre en avant la convention, on est les premiers, même oralement, à le rappeler, c'est super cool, et attention, moi j'ai trouvé ça génial qu'on fasse ce mix entre la convention et le tournoi, qu'on puisse mettre ça en avant, mais on a besoin aussi de garder une espèce d'identité de cast de tournoi et de pas trop perdre les gens, donc il faudrait peut-être revoir un petit peu le curseur. Et en fait, on nous a écoutés, on nous a dit ok, on comprend, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, sur le jour 2, tout a été parfait niveau technique. Sur le côté convention, on a fait en sorte que ça prenne pas forcément le pas, que ça soit juste un plus, mais un plus qui soit intéressant, un plus communicatif, avec donc certaines séquences qui, du coup, étaient beaucoup moins imposées, mais proposées, et du coup, qui ont permis, entre guillemets, d'avoir un événement cool et de pouvoir mettre en avant aussi la partie Disney. Et donc ça, voilà, je voulais le dire au niveau écoute et staff technique, c'était quand même franchement incroyable tout ce qui a été déployé et tout ce qui a été mis en place sur ce Lorca Quest. Je vais revenir sur une petite période, un moment très court du jour 1 qui m'a un peu... que je veux pas passer sous le tapis, voilà, que j'ai quand même envie d'en parler. Il y a eu ce fameux moment justement où techniquement le cast n'a pas suivi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'interviewer Rofelos quasiment sur la dernière game de la journée ou l'avant-dernière game. Avant-dernière game, je crois, donc 8e ronde. Et à ce moment-là, en fait, l'ingénieur son, lui, avait été déployé notamment sur la partie concert pour aller gérer, entre guillemets, le concert. Ce qui fait qu'au moment où moi, j'interviewe Rof, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de son. Et puis ensuite, quand le régisseur, donc Mathias, se rend compte qu'il n'y a pas de son, il essaye justement de mettre le son de l'interview. Et en mettant le son de l'interview, ça débloque à la fois le son du concert, qui est donc du coup dans l'autre salle, le son de l'interview avec Rof et le son de Hadibou qui est au cast et qui est mort de rire parce qu'il se rend bien compte qu'il y a un vrai problème. Ça a été un temps de flottement de 5 à 10 minutes qui du coup était évidemment pas qualitatif et qui ne permettait pas d'avoir un rendu de cast très intéressant parce qu'on comprenait rien à ce qui se passait. Mais en même temps, on a essayé... de corriger ça le plus rapidement possible. L'ingénieur son, il est revenu juste après. On a cuté, on a repris l'interview de Rofolos pour que les gens n'en aient pas loupé une miette, entre guillemets. Et ensuite, on a continué le cast. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai regardé les commentaires, Adibou m'en a parlé, j'ai été revoir et tout. Il y a des gens sur le chat, et je trouve ça fou, et je veux quand même en parler, qui ont dit qu'entre guillemets, le cast était catastrophique, que c'était scandaleux d'avoir ça. Et moi, je trouve que ce qui est honteux, c'est pas d'avoir eu un problème technique, c'est plutôt justement d'oser mettre ce commentaire-là quand on voit tout ce qui a été mis en place ce week-end. Parce que les gens qui ont participé à la régie, à la technique et tout, le vendredi soir, ils n'ont pas dormi. C'est-à-dire que sur l'entièreté du samedi, donc de 8h30 à 19h le soir, il y a des gens qui se sont occupés de la technique pour que vous ayez un cast de qualité, avec, je le rappelle encore une fois, je vous le dis, en termes de technique, il n'y a pas un cast Lorcana
je vais pas oser dire dans le monde parce que je les ai pas tous vus, mais en tout cas en France, qui avait cette qualité-là de visuel, de rendu. Vous aviez une zénithale, vous aviez des plans sur les mains, vous aviez des plans sur les joueurs, vous aviez un setup canapé, vous aviez un setup de cast, vous aviez des interviews de tous les joueurs tout le temps. Personne n'a jamais fait ça, même un Lorcana Challenge n'a pas ce niveau de proposition lors d'un cast. On a fait en sorte, notamment au jour 2, que personne n'ait jamais aucun temps de pause. C'est simple, je suis arrivé le dimanche matin à Mathias, je lui ai dit ok, aujourd'hui, tu ne mets pas un seul screen de pause. Il n'y a pas un seul temps de pause. On meublera, on restera en ligne, on fera des interviews en live. Il n'y a aucun problème, mais tu ne coupes jamais le stream. Et je trouve ça fou que parfois les gens n'ont pas le recul et que pour un couac de 10 minutes, il y a des gens, pas tout le monde, encore une fois c'est une minorité, mais il y a des gens qui ont dit que c'était scandaleux. Les gars, c'est le cast Lorcana qui a proposé les plus de choses et le plus qualitatif de l'histoire de Lorcana en France. Et donc, ce qui est scandaleux, c'est pas ce couac de 10 minutes, c'est que vous n'ayez eu aucune gêne à poster ça dans l'espace commentaire de Twitch. Et donc, voilà, pas à charge, c'est pas grave, on passe à autre chose, mais je vous le dis, au moins c'est dit, c'est posé. Je trouve ça assez fou que les gens aient une exigence. Ce que vous regardez, c'est gratuit. Ça vous est proposé de manière totalement gratuite et c'est énormément d'argent pour les organisateurs et de temps et énormément de préparation, de travail et de rythme et de déploiement d'énergie pour nous de mettre ce genre de choses en place. Je veux dire, il fallait tout le temps être au cast, pré-shot qui on veut en table filmée, préparer les interviews, aller sur le setup micro. C'est un travail de fou. Ce qu'on a fait ce week-end-là, c'était impressionnant, quoi. Et je veux pas forcément rendre à César ce qu'il y a à César pour nous, pour Val et PL au cast, mais pour tous les gens qui ont travaillé à ça, en fait. Que ça soit les organisateurs, que ça soit les producteurs, que ça soit nos co-casters, Maxi et Adibou, qui étaient exceptionnels. Donc, il faut pas bloquer sur le négatif. On a eu beaucoup de retours très positifs. Mais je le souligne, prenez du recul, regardez un petit peu ce qui se fait, essayez de prendre la teneur et la grandeur de ce qui est mis en place et modérez vos propos. Ça peut être utile sur Internet, ça fait plaisir. Voilà. Je préfère le dire. Salut Val, je parle rarement dans le chat, mais j'aime beaucoup ce que tu fais. Je suis Lorcana de loin depuis quelques temps. J'ai juste appris qu'il y a un joueur plus ou moins reconnu de la commu qui a triché en stream et qui a retop au Lorca Quest. J'avoue que j'ai un peu du mal à me mettre ce joueur. J'ai un peu du mal de mettre ce genre de joueur qui... Oula, attends, j'arrive pas à lire ta phrase. J'avoue que j'ai un peu du mal de mettre ce genre de joueur soit mis en avant. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore ce que tu fais. Merci pour tout. Merci à toi pour ton commentaire. Je sais très bien de qui tu parles. Toute la communauté sait absolument de quoi tu parles. La problématique, c'est que pas forcément une problématique, c'est ma manière de penser, de voir les choses. Le joueur dont tu parles, il a fait une faute. Il a fait une faute notamment sur un tournoi qui n'était pas un tournoi officiel Lorcana, qui était un tournoi Mulligan TV. Il a reconnu sa faute et il a été puni, notamment avec un ban temporaire, ce qui est, à mon avis, la sanction juste pour la première fois qu'on t'a appris à tricher. Quand tu as triché et que tu as été banni temporaire, en tout cas sur la Mulligan TV, bah, entre guillemets, tu as payé ta peine. C'est exactement comme la justice dans nos mondes démocratiques, entre guillemets. Et à ce compte-là, une fois que tu as payé ta peine, tu redeviens, entre guillemets, innocent, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, loin de moi, l'idée de défendre ce joueur. Moi, je suis contre la triche, j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait tout un podcast dédié à ça, toute une séquence de podcasts dédiée à ça pour expliquer que les tricheurs, au-delà d'être des tricheurs, sont aussi des voleurs parce qu'ils prennent entre guillemets les lots de ceux qu'ils ont floués. Ça a été notamment très grave, une des périodes sombres de l'histoire de Magic. Je n'ai aucune intransigeance sur la triche et chaque tricheur doit être sanctionné. Par contre, je suis humain, et j'ai une certaine clémence sur le fait qu'une fois que tu as payé pour ce que tu as fait, eh bien tu redeviens innocent jusqu'à ce qu'on te reprenne. Une fois, pas deux. Si on te reprend une deuxième fois, tu mériteras ce que tu mérites, c'est-à-dire un ban définitif et non pas temporaire cette fois-ci. Et on ne te reverra plus sur ce TCG parce que c'est dramatique de flouer la communauté. Mais la personne dont tu parles, elle a reconnu ses torts et elle a arrêté de tricher. En tout cas, de manière officielle. Peut-être qu'elle continue à tricher, mais moi, je ne vais pas prendre en compte qu'elle le fait. Je vais prendre en compte qu'elle s'est fait attraper une fois, qu'elle purge sa peine et qu'elle fait notamment le dos rond parce que toute la communauté
est franchement pas forcément fan de la personne en question, du fait justement qu'elle ait triché. Et ça, c'est sa croix à porter, c'est son lot, c'est le lot de caca qui vient avec le fait d'avoir triché. Et entre guillemets, c'est à lui d'assumer ça. Et les gens ont le droit littéralement de penser ce qu'ils veulent là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que lui, il a été autorisé à participer à cet événement, il est libre d'être traité. Et moi, je ferai en sorte qu'il soit traité comme n'importe quelle personne qui, dans une certaine mesure, qui participe à un événement. Si jamais il est repris, à tricher cette personne-là, ce que j'espère pas pour lui, moi en plus je trouve que c'est quelqu'un qui est très sympathique en termes d'humain. Hein. Le peu que j'ai fait des vidéos avec lui, j'ai interagi avec lui, je le trouve très sympathique. Je trouve que c'est d'ailleurs dramatique qu'il ait eu cette triche parce que c'est quelqu'un en plus qui passe très bien à la caméra, qui avait tout pour devenir une espèce de figure un petit peu du compétitif de l'Orcana et honnêtement, je pense qu'il a un peu foiré quoi, et qu'il avait vraiment pas besoin. En plus, c'est un très bon joueur, donc les tricheurs ne trichent jamais de manière rationnelle. Hein. C'est pas les mauvais joueurs qui trichent, c'est souvent les bons joueurs d'ailleurs. En fait, il a été puni, quoi. Je veux dire, honnêtement, il a été banni temporairement de l'événement dans lequel il a été pris à tricher. Il n'a pas triché sur un événement officiel Lorcana. On l'a autorisé à s'inscrire à l'événement. On l'a pas mis en avant, et ça, je reviendrai sur le pourquoi du comment. Et s'il performe parce qu'il est bon, bah, il performe parce qu'il est bon. On ne peut pas lui retirer sa performance, on ne peut pas l'empêcher de faire top 8, on ne peut pas l'empêcher de compétir à l'événement dès lors qu'il n'est pas sanctionné par Disney eux-mêmes. Je prends le temps d'expliquer ma position là-dessus parce que globalement, on l'a un peu jamais fait, mais elle est très claire, ma position. Jusqu'à preuve du contraire, il a été sanctionné pour la première fois. La deuxième fois, j'espère qu'entre guillemets, si jamais elle arrive, il n'y aura absolument aucune clémence et ça sera ban définitif. Mais dans l'entre-deux de la première sanction et de la potentielle deuxième fois, qui j'espère n'arrivera pas, c'est un joueur comme un autre et qui ne mérite pas, entre guillemets, de ne pas avoir le droit de compétir dans un événement. Je ne sais pas si c'est clair pour vous et si vous partagez, cette analyse-là, et quand bien même vous la partagez pas, c'est pas très grave. C'est mon avis qui compte, entre guillemets, là-dessus, puisque c'est moi qui suis libre ou pas de lui donner du crédit, de la visibilité ou pas. Cela dit, encore une fois, attention, il est libre de participer aux événements, libre de recevoir ses lots, de recevoir ses prix, sa mise en avant dans le compétitif. Il a fait top 4 actuellement au Lorca Quest parce que c'est un très bon joueur et on lui retirera rien. Et je conçois qu'il soit absolument pas interdit de participer à n'importe quel tournoi. Il aura toujours potentiellement une aura de tricheur, et ça, c'est comme je lui ai déjà dit, sa croix à porter, son lot de merde qui va avec le fait d'avoir triché, et c'est tant pis pour lui si la communauté pense ça. Ça, c'est normal. Cela dit, moi, tant qu'entre guillemets, j'estime qu'il n'a pas réussi à retrouver sa crédibilité ou à faire patte blanche pendant assez longtemps pour regagner la confiance des gens, on le connaît, hein. La confiance, ça se perd en gouttes, mais ça se gagne en gouttes, mais ça se perd en litres. Pour l'instant, la confiance de la communauté, il ne l'a pas regagnée, ma confiance non plus. Et donc, évidemment, bah voilà, je ne fais plus de vidéos avec lui, et ça va même plus loin. Il n'est pas passé en table filmée. Aussi pour le protéger lui, voilà, c'est ce que je lui ai expliqué. Pas forcément parce qu'on n'avait pas envie de le mettre en avant. Typiquement, s'il avait été en finale, il aurait été casté en finale et on n'aurait eu aucun problème avec ça. Mais je voulais éviter, sur un cast qui était grand public, qui se passait très très bien avec une belle énergie, que des gens justement puissent... je voulais éviter que des gens puissent justement prendre l'espace commentaire pendant le cast pour discuter de sa situation, de son sort ou de ce qu'il pensait de l'individu. Ça me paraissait plus important de laisser place à la compétition et de mettre notamment ce joueur à l'écart des tables filmées pour éviter que le sujet principal devienne ça. C'est notamment ce pourquoi il y a plein de gens qui l'ont pas compris. Honnêtement, je suis là pour tout vous dire et tout, pour être très clair. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi il n'a pas été filmé, notamment en top 8 contre Rofelos, parce que c'est un match-up qui aurait été très attendu, qui aurait donné beaucoup de visibilité à l'événement. Mais voilà, nous, encore une fois, on est droit dans nos bottes dans ce qu'on pense. Et je me fiche de générer de l'engouement si c'est sur quelque chose qui peut, entre guillemets, devenir un peu toxique. Et voilà, je voulais pas que le chat devienne toxique envers cette personne-là.
Euh, et donc à ce compte-là, tu vois, on lui a pas donné de visibilité là-dessus, quoi. Euh, Il a été puni, la Chistorm qui se prend, c'est suffisant comme sanction. Ouais, et attention, hein, The Mask, moi je dis pas que tous ceux qui pensent que c'est un tricheur, c'est des rageux. C'est tant pis pour lui en fait, il avait qu'à pas tricher. Que les gens pensent que c'est un tricheur parce qu'il a triché, c'est son problème. Moi ce que je demande, c'est que tant qu'il n'est pas reconnu coupable de nouveau, il a le droit de participer et d'être reconnu comme un bon joueur au même titre que tous les autres joueurs. Après que la communauté le voit comme un tricheur, c'est de sa faute, c'est son problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas voulu le faire venir en table filmée, pour qu'il évite, entre guillemets, pour éviter d'avoir cette partie toxique, quoi. Est-ce qu'on peut donner la nature de la triche et comment on l'a découverte? Il a stacké son deck en table filmée d'un tournoi sur la Mulligan TV. Voilà. Merci pour ta réponse. Moi, j'avoue que pour moi, si tu triches une fois, c'est ban du TCG. Je rejoins Maxildan qui disait que c'est ban de tous les TCG. Pour moi, ça retire également tous les tops que tu as eu avant. C'est dur, mais je vois la chose comme ça. En plus, tricher en stream, quoi, c'est pas très smart. C'est ton avis. C'est ton avis. J'avoue être un chouïa plus clément là-dessus. Parfois, tu triches pour les mauvaises raisons. Parfois, ce que ça raconte de toi d'avoir triché, parfois, euh, ça peut être un travail à faire sur toi-même. On ne sait pas aussi quelle est la disposition du joueur quand il a triché. Peut-être qu'il y a, il y a quelque chose de très personnel sur le fait d'avoir mis en place cette triche. Enfin voilà, je crois aussi un petit peu à la rédemption finalement et à laisser une deuxième chance aux gens, pas une troisième. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et de toute façon, c'est pas moi qui prends les décisions. Il est autorisé à participer au tournoi. Dès lors qu'il est autorisé à participer au tournoi, on respecte le fait qu'il fasse des tops et qu'il ait le droit du coup à sa mise en avant quand il a de la réussite, quoi. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que je vois les choses. Et encore une fois, attention, hein, que vous ayez un avis contraire ne me dérange pas. Je lui ai dit en face, tu portes ta croix, tu dois faire le dos rond, c'est ton problème. C'est à toi de regagner la confiance de la communauté. À toi de travailler pour, quoi. Et ça mettra le temps que ça mettra, et on lui passera pas une deuxième erreur. Voilà. Merci TSI Svet. Donc voilà, vous pensez ce que vous voulez, moi je vous donne ma position. Ma position elle est comme ça. Il a le droit de compétir. J'ai pas voulu qu'il passe et je suis allé le voir parce qu'il y a eu notamment quelques loupés là-dessus. Il a été appelé notamment, je sais pas s'il en parlera, il a été appelé deux fois il a été appelé deux fois en table filmée et deux fois j'ai dû le refuser au dernier moment et je suis allé le voir en personne pour m'excuser de ça parce que il n'aurait pas dû être appelé en table filmée. Ça vient d'une mauvaise communication entre nous et les équipes. Donc je suis allé le voir pour lui expliquer le pourquoi du comment finalement il passerait pas en table filmée, que si jamais il voulait aller en table filmée, c'était notamment en gagnant en allant en finale, ce qui d'ailleurs l'a un peu galvanisé, j'imagine, en mode ok, j'ai le droit à la table filmée seulement en allant en finale, mais voilà, je suis allé le voir, je me suis excusé de l'avoir appelé et je lui ai expliqué pourquoi il passerait pas en table et il est très fair avec ça, quoi. C'est pas un mauvais bouc, quoi. Il sait qu'il a merdé et il sait qu'il doit regagner la confiance des gens et il accepte ce postulat-là, quoi. Après maintenant, libre à vous, entre guillemets, de lui accorder votre confiance ou pas. C'est sa croix. Est-ce qu'on a fait je pense que c'était important de ne pas mettre sous le tapis cette histoire-là, parce que je sais que ça, on a parlé pas mal de ça, notamment le fait qu'il ait été refusé de la table filmée et tout. Je sais que ça a pu discuter de ça pendant l'événement. Voilà, je suis très clair là-dessus. C'est moi qui ai été le voir et qui lui ai dit non, tu ne passeras pas en table filmée. Et il était très à l'aise avec ça. Ça méritait seulement, pour le coup, de le lui dire plutôt que de le refuser. Et à ce compte-là, je m'excuse de ça. Ça a été un problème de communication. Donc du coup, on était sur toute la partie organisationnelle. Comme je le disais, c'était incroyable. Même l'événement convention pour lequel, malheureusement, moi, j'ai pas pu tellement participer parce qu'on était très occupé à caster pendant 20 heures en 2 jours. Mais voilà, j'ai eu un petit peu vent de comment c'était sur place. Pendant quelques pauses, je me baladais un petit peu dans la convention, ne serait-ce que pour aller rencontrer aussi les gens qui étaient là pour nous voir, pour saluer les gens, prendre des photos, faire des autographes et tout. Et donc c'était cool. J'ai pu voir notamment certains stands. La plupart avaient l'air d'être très contents d'être venus. Ça s'est très bien passé pour eux. Je pense que c'était cool d'avoir un endroit très familial pour partager un moment avec les enfants et tout. Donc encore une fois, c'est pas parce que on a voulu qu'au cast il y a un petit peu moins de conventions et un peu plus de compétitifs que ça témoignait
d'un rejet de la convention. Au contraire, je trouve que c'était giga utile et giga intéressant et giga porteur pour les prochains. Je pense qu'une des clés de la réussite de cet événement-là, au-delà du tournoi, c'était surtout la convention Disney. Juste, voilà, fallait pas que ça dénote non plus avec... fallait pas que ça dénote avec le cast. Les gens étaient là surtout pour voir du compétitif. Et donc, je trouve que de mettre des touches de convention pour dire « Hey, salut, vous avez vu qu'il y a ça aussi », c'était plus important que d'essayer d'avoir un équilibre plus 70-30, 60-40 sur la convention et le tournoi. Mais, mais c'était très chouette en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai eu la chance d'avoir une régie qui a travaillé pendant tout le week-end pour que PL, moi, Maxi et Dibou, nous n'ayons rien à faire si ce n'est prendre le micro dans différents setups pour pouvoir essayer de vous proposer le meilleur cast possible. Et, et je crois que notamment avec le jour 2 qui a eu aucun couac, je pense que c'est assez réussi finalement. Après, c'est libre à vous de valider ou pas, de valider si c'était bien, si vous avez passé un bon moment, si jamais, entre guillemets, Valet PL au cast, ça vous a plu, c'était une première pour nous. J'ai trouvé que l'Orcana était très sympa, très très cool à caster, plus facile que Magic. Probablement parce que le jeu est plus jeune, a moins de richesse et de profondeur, même si, attention, il y a quand même beaucoup de profondeur dans l'Orcana, plus que ce que certains détracteurs pourraient en penser. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'interaction sur la pile, que la micro soit un peu mis en retrait par rapport à la macro, si tu as une très bonne analyse du rythme de la partie, globalement, c'est pas très dur à commenter. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était super chouette et j'espère que ça vous a plu et qu'on pourra remettre en place des castes de l'Orcana parce que ça nous va très très bien de pouvoir, entre guillemets, apporter notre énergie, notre mood, notre vision d'un cast sur l'Orcana. Mais ça, encore une fois, c'est à vous d'en décider, quoi. Au niveau des stats, c'était plutôt bon. On est monté quasiment à 1000 viewers sur le jour 2, donc sur le top 64, ce qui est littéralement les scores d'un l'Orcana Challenge, c'est-à-dire d'un contenu anglophone pour un contenu francophone. Donc je pense qu'au niveau statistique, on peut estimer que l'événement était bon. Et puis encore une fois, les petits couacs techniques du jour 1 sont dus à beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie. Et j'espère que vous ne retiendrez pas ça, tout simplement. Je tiens à te remercier Val lors du match de la dernière ronde où l'arbitre a créé une situation très frustrante pour les deux joueurs car vous avez défendu l'idée que cette situation est dommage. Je trouve que cette situation est dommage parce que la situation qu'on a eue en table filmée n'aurait pas été la même si les deux joueurs n'étaient pas en table filmée. Cela dit, ce sont les règles du tournoi. Les deux joueurs, en s'inscrivant à ce tournoi-là, étaient conscients des règles et donc du coup, devant les caméras et devant le judge, c'est entre guillemets normal qu'ils n'aient pas pu se mettre d'accord et donc du coup que l'un des deux ne puisse pas passer ou prétendre à passer au top 64. Je ne remets pas en cause ni les judges ni l'organisation. Ce que je remets en cause, c'est le système de l'Orcana qui, à mon sens, n'est pas fair par rapport aux gens qui sont en table filmée et aux gens qui ne le sont pas. La seule chose négative du stream, c'est quand tu jouais en stream, tu entendais un peu les casters. Mais c'est la seule chose à améliorer. Ouais, c'est un truc dont on a parlé notamment sur le jour 2. Malheureusement, le setup était mis en place de telle manière à ce que ça soit compliqué de faire autrement. Alors, parfois, on essayait de baisser un peu le volume, mais en même temps, c'est ça qui est cool au casque, de t'enjailler. Mais oui, je sais que vous nous entendiez un peu, on est désolé pour ça, quoi. L'adversaire de Christophe n'aurait pas dû concéder et juste passer le tour. Oui, mais le problème, The Mask, c'est que des gens qui sont au courant de la règle et donc du coup qui sont au courant des zones grises de ces règles-là ont beaucoup plus le loisir de s'arranger avec les règles que ceux qui ne sont pas au courant. Et je trouve que dès lors qu'une règle, elle laisse place à des zones grises et à des arrangements, eh bien on devrait ou l'assouplir ou la durcir, de telle sorte qu'il n'y ait pas seulement ceux qui sont en possibilité de s'arranger avec la règle qui puissent s'arranger avec la règle. Et la situation qu'ont vécu les deux joueurs, mais ça c'est un avis personnel, ça ne rentre pas en compte dans le cast en fait, j'ai juste transmis mon avis personnel. Je trouve que cette situation, elle n'est pas fair pour les deux joueurs en table filmée, elle est logique de la part du judge. Il n'y a absolument rien à redire sur la manière dont ça a été roulé et sur le fait que le judge leur ait répondu très catégoriquement, les gars, ne me posez pas la question, sinon je suis obligé de mettre en avant une sanction et il n'a pas envie de le faire. Mais dans les faits, cette situation, elle n'est pas fair, parce qu'elle n'est pas égalitaire par rapport à toutes les personnes dans le tournoi. Mais ça, encore une fois, ça vient pas de cette situation-là, ça vient pas du cast, ça vient pas de l'événement, ça vient des règles de l'Orcana. J'espère qu'ils les assoupliront, qu'ils changeront quelque chose là-dessus. De quoi on peut parler d'autre maintenant ? Est-ce que vous avez des questions sur tout le côté organisation, convention, staff technique
Il y a un truc qui était très cool aussi, c'est que bah, déjà, gros big up à tout le staff technique avec qui on a pu travailler. Je pense notamment aux deux assistants réalisateurs, donc Marion et Benjamin. Je ne sais pas s'ils regarderont ce replay, mais peut-être, peut-être parce que pendant toute la journée du jour 2, ils se sont intéressés à l'Orcana. C'est des gens qui viennent pas du tout du monde du TCG, hein. Ils sont assistants réels, donc ils travaillent plutôt, j'imagine, pour faire du clip, des comédiens. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais ils font pas forcément du cast d'événements. C'est plutôt Mathias, le chef de prod, qui lui est fit avec l'univers TCG. Mais du coup, Marion et Benjamin se sont intéressés à notre monde, à notre milieu, à tel point que pendant toute la journée du jour 2, je raconte l'anecdote parce qu'elle est très cool, ils ont pris le deck donc, du chef de prod, de Mathias, qui a un deck Steelsong, ils l'ont coupé en deux, et sur un petit bout de table dans les couloirs du cast, eh ben, ils ont commencé une game de l'Orcana pour essayer de comprendre, pour essayer de découvrir cet univers-là, pour essayer de voir pourquoi bah, en fait, une convention comme ça, Disney rassemblait autant de monde et pourquoi aussi autant de personnes étaient intéressées par un cast de TCG. Et donc, ils ont passé toute la journée, c'est-à-dire qu'ils ont fait une game sur 10 heures où ils ont joué un mirror de Steelsong avec un deck partagé qui a fini par se solder par une victoire de Marion à la meule. C'est dire comme ils ont, à mon avis, vraiment pataugé avec les règles de l'Arcana. Mais ils ont fait l'effort de découvrir, de jouer une partie, à tel point qu'à la fin du jour 2, eh ben, ils nous ont dit ça nous a plu, ça nous a plu, on va peut-être jouer à l'Orcana et peut-être que l'an prochain au Lorca Quest, vous nous aurez en tant que participant et pas en tant qu'assistant réel. Et ouais, j'ai trouvé ça trop mignon, trop cool de leur part de s'intéresser à ce qu'on faisait et de jouer cette partie. Et vous retiendrez que un des deux decks Steelsong a gagné à la meule, ce qui est quand même très drôle. La convention et le tournoi étaient globalement très réussis, mais quelques couacs, pas le temps d'aller chercher à manger entre les rondes, prix des dédicaces, achat des tics à l'opposé de la table des inscriptions, mais encore pour la grande majorité c'était top. Ok, alors il y a des petits trucs sur lesquels je peux pas trop parler parce que moi j'étais plus côté cast que côté convention, mais le tournoi était globalement très réussi, ça c'est clair que ça roulait plutôt bien. Pas le temps d'aller chercher à manger entre les rondes, j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais aussi qu'il y avait énormément de queues sur les food trucks et que du coup il y aurait dû avoir peut-être plus de propositions au regard du monde qui était attendu, peut-être plus de food trucks. Je suis assez d'accord avec ça. Et bah, encore une fois, il faut savoir que le Orca Quest, c'est beaucoup de moyens déployés pour un premier épisode qu'on appelle un peu un épisode pilote. C'est-à-dire que toute la data et les retours qu'on a pu accumuler, nous au cast, Wonder pour la convention, euh, c'est quelque chose qu'on va pouvoir améliorer sur le Lorca Quest 2, qui a d'ailleurs été annoncé. Et donc, évidemment qu'il y a des petits soucis, mais qui amèneront à être corrigés dans le futur. Et c'est vrai que sur les food trucks, c'était pas picobello. Pour le prix des dédicaces, attention, hein, je dédouane totalement la convention de ça. Les artistes sont libres de mettre les prix qu'ils veulent. Et donc, si jamais vous avez un problème avec le prix des dédicaces, vous avez un problème avec le prix que les artistes ont décidé de mettre et non pas du tout avec la convention qui n'a imposé aucun prix. À la différence même, ils ont voulu que tous les artistes s'uniformisent sur leur prix pour qu'il n'y ait pas de disparité entre les différents artistes. Donc ça, pour le coup, le prix des dédicaces des artistes, c'est le prix que vous avez notamment en convention Lorcana globale, c'est le prix que les artistes décident de faire signer. Oui, pour ceux qui sont habitués à Magic, c'est plus cher qu'à Magic, mais c'est comme ça à l'Orcana, et ce n'est pas à la convention, entre guillemets, de gérer les prix des artistes. Les artistes sont invités et ils pratiquent les prix qu'ils veulent. Donc, on peut le voir comme un défaut, mais c'est pas imputable à l'organisation. Et pour l'achat des tics à l'opposé de la table des inscriptions, probablement que ça sera amélioré la prochaine fois, j'entends totalement, quoi. Moi, j'ai kiffé le tournoi à la convention, peut-être parce que c'est mon premier gros tournoi et j'ai fait J2. Bah, GG à toi. Salut Florent Nguyen, merci beaucoup pour le sub. Wonder a demandé à avoir le même tarif partout, les artistes américains auraient été beaucoup plus chers. Ouais, c'est ça. Je débarque, mais c'est courant de faire payer et des prix élevés pour des dédicaces de cartes. Ah bah oui, ce sont des illustrateurs. Ils gagnent leur vie notamment en séance de dédicaces. Ils gagnent pas que leur vie en ayant des commandes d'éditeurs pour illustrer des cartes. Et notamment quand un illustrateur vient des États-Unis pour venir poser son cul pendant 20 heures sur une chaise dans une convention, je peux t'assurer qu'il ne fait pas ça gratuitement, hein, ils n'ont pas été payés pour ça, et donc la manière d'être rentable, c'est de faire payer leurs dédicaces. Après, le prix de la dédicace, à Magic, c'est plutôt 10 euros. Là, j'ai vu que c'était plutôt 20-25 euros.
Ils pratiquent les prix qu'ils veulent, hein, dès lors qu'il y a des gens pour acheter. Si jamais ce prix-là ne vous sied pas, eh bien ne pratiquez pas et ne faites pas signer vos cartes. Enfin, je suis assez, comment on peut le dire, libéral là-dessus. Enfin, les gens pratiquent les prix qu'ils veulent. Et si ça ne vous va pas, ben, vous ne faites pas signer, tout simplement. Mais c'est évident que ce n'est pas gratuit. Naru Eliaman, pardon pour la prononciation de ton pseudo. Euh, on peut pas faire autrement, quoi. Ils sont obligés de proposer un prix. Après, on peut débattre sur le fait qu'il soit trop cher ou pas, mais en tout cas, on peut pas débattre sur le fait que ça soit gratuit, quoi. Certains illustrateurs sont anciens et très populaires. Ouais. Maintenant, on peut s'intéresser en un peu plus en détail à ce qui s'est passé Lorcana parlant. C'est pas français ce que je dis, de manière plus lorcanaesque. C'est-à-dire qu'on focus moins sur à la fois le cast et la convention, mais plutôt sur ce qui s'est passé dans le jeu. On a eu un format, un tournoi qui était vraiment très varié. Avec, on a essayé au cast de vous proposer des games avec tout le temps des decks très innovants, ou en tout cas des joueurs qui étaient connus de la scène, ou un mix des deux. Globalement, vous avez eu aucun mirror de bleu-rouge. À part dans les tops une fois, vous avez eu aucun mirror de style Song. On a essayé de tout le temps varier les plaisirs, de mettre en avant à peu près tous les decks les plus disparates possibles. Vous avez vu du bleu-gris, vous avez vu du violet-bleu, vous avez vu du vert-gris, vous avez vu du violet-rouge, vous avez vu du jaune-bleu, vous avez vu du vert-bleu. On a essayé, entre guillemets, de vous rendre le cast, l'événement entre guillemets le plus intéressant possible. Et globalement, c'était juste ce format qui était très diversifié. On a eu plein de decks représentés dans le top 16, dans le top 32, qui étaient tous très différents. Même le top 8, il n'y a que deux decks identiques. C'est le deck violet-vert qui, de ce que j'ai compris, a été le grand gagnant entre guillemets de ce Lorca Quest. On a vu le deck être plutôt bien représenté avec un très beau taux de conversion au top 64. Le deck est le seul à présenter 2 copies dans le top 8 et globalement c'était un metacall qui était assez intéressant parce que c'est un deck qui peut assez facilement battre bleu-rouge, en tout cas qui se positionne correctement, convenablement, tout en ayant un aspect assez midrange qui lui permet de s'en sortir aussi contre Amber Steel. C'est un deck qui est bien placé aussi contre violet-rouge, donc c'est globalement un deck qui était assez à l'aise dans le format. Sa grande faiblesse étant plutôt le deck vert-gris discard, qui lui était pas si populaire de par le fait que les gens s'étaient beaucoup adaptés, notamment sur leur version de bleu-rouge. Bref, je pense qu'en tout cas le meilleur call et le meilleur deck de ce tournoi c'était vert-violet, quand bien même c'est pas lui qui gagne à la fin. Celui qui gagne à la fin, et on va pouvoir passer directement sur la partie tournoi, c'est le deck de Waru LOL, donc ramené par Jérôme, qui a un deck vert-gris discard, qu'il a un petit peu tuné à sa manière. Vous le voyez avec notamment 2 Lucifer, on a vraiment mis l'accent sur la partie très discard pour pouvoir essayer de passer les decks bleu-rouge. On a quand même 4 Tinkerbell pour vraiment être capable d'écraser les parties qui vont se jouer au board présence, et je pense notamment à Amber Steel. Donc voilà, il a fait sa propre popote. Je sais qu'il est passé en interview chez NJDS pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur comment il a préparé et comment il a choisi son deck et comment il a préparé son tournoi. Ça se passe notamment chez Thibaut de chez NJDS. Mais voilà, très 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 belle performance de la part de Jérôme qui a joué sa finale d'une main de maître contre le deck de Minato, le deck bleu-rouge. C'est pas le deck qu'on voyait le plus aller au bout. Il a eu quand même de très très bonnes sorties dans cette finale avec quasiment tout le temps Diablo autour d'eux, ce qui est nécessaire pour justement essayer de développer ton plan de jeu. Mais ouais, les Lucifers sont une très très bonne tech. Un des decks qui m'a le plus impressionné, moi, c'est le deck de William, donc cette espèce de version très personnelle de ce deck Blurple, un deck en plus auquel moi je croyais assez peu finalement. J'aime beaucoup Greatstone Dragon qui fonctionne très très bien, notamment avec le fait de pouvoir continuer à ancrer tout au long de la partie. Et donc de ne pas utiliser des ressources de la main, mais plutôt les ressources qui sont mis au cimetière. J'aime beaucoup la présence de Belle, j'aime beaucoup la présence de gros body comme Scrooge McDuck. Voilà, j'aime cette decklist en fait, je la trouve très, très maligne, très pertinente, très intéressante. Et c'est ouf qu'il soit arrivé jusqu'en top 3. Malheureusement, la partie discard de Waru en demi-finale l'a écrasé. Mais son deck était assez impressionnant, quoi.
Est-ce qu'on a le bleu-jaune aussi? Voilà, on va pouvoir parler du bleu-jaune de Théo, qui était aussi très innovant. Ce deck bleu-jaune aggro qui globalement mettait l'accent sur une stratégie très agressive pour passer en dessous de bleu-rouge. Mais en fait, ce deck-là, il est extrêmement smart. J'en ai notamment parlé avec Théo quand j'ai eu la chance de l'interviewer pour ceux qui ont regardé le replay. En gros, ce qui se passe, c'est que le format, c'est bleu-rouge et Steelsong. Et on savait que ça allait être les deux decks les plus représentés. Et c'est très difficile d'à la fois se battre contre bleu-rouge et contre Steelsong. Parce que bleu-rouge, ce que tu veux, c'est forcément passer en dessous, c'est-à-dire être capable de le prendre de vitesse et de faire la course. Et c'est très compliqué de prendre de vitesse bleu-rouge et de faire la course, tout en se sécurisant contre Steelsong. Parce que si tu veux prendre bleu-rouge de vitesse et de faire la course, ça veut dire que tu te mets entre guillemets en défaut contre tous les decks gris interactifs du format. Et donc si tu es très bon contre bleu-rouge, mécaniquement, tu deviens très mauvais contre Steelsong. La puissance de ce deck-là, qui n'est pas un très bon deck dans ce que ça propose, il n'y a rien d'unfair, il n'y a rien de vraiment très fort. En termes de synergie, on est très loin de ce que proposent les meilleurs decks du format. Mais ce deck-là, c'est un méta-call qui se place de manière extrêmement précise dans les interstices laissés par le méta. C'est-à-dire que c'est un deck très agressif, avec que des Loreur A2, beaucoup d'early game, des Piglet, des Wendy, des Daisy Duck qui sont capables du coup de passer en dessous bleu-rouge avec même ce côté résilient de Mufasa pour vraiment dire à bleu-rouge on venait là pour te détruire. Mais par contre, d'un autre côté, un deck qui est très peu sensible aux interactions grises, de par le fait que tous tes personnages ont énormément d'endurance. Je pense à Anna, je pense à Daisy Duck, je pense à Wendy Darling qui a Ward, je pense à Mufasa qui, même s'il est géré, va remettre un body sur le board. Je pense à Belle qui protège tes cartes, Rapunzel qui a beaucoup d'endurance, Alice, des énormes bodies comme Scrooge McDuck. Donc du coup, on a le seul deck du format, quand bien même c'est pas un bon deck, comprenez-moi bien, on a le seul deck du format qui détruit bleu-rouge tout en étant un deck qui ne perd pas contre les decks gris. Et ça, moi, j'adore quand le TCG nous permet de cook ce genre de choses, de préparer ce genre de deck qui, lors d'un tournoi, juste de manière très précise, vient un petit peu répondre à un metagame. Bah, je trouve que c'est un peu du génie. Donc, vraiment bien joué à Théo, qui s'arrête en top 32 malheureusement, mais qui avait la liste pour répondre spécifiquement à ce tournoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a vu du très bon niveau de jeu. La plupart des gens qui ont fait top 64, il n'y a pas de secret à l'Orcana, c'était des gens qui étaient très compétents, très connus dans la scène compétitive de l'Orcana. Il n'y avait pas de grandes surprises. Donc c'était un bon tournoi, quoi. De la richesse, de la diversité, du beau play, un gagnant qui n'était pas forcément le deck le plus attendu, de l'exotisme, un peu de génie. Franchement, il y avait tout. Hein. Excusez-moi, il y avait tout. Je trouve. Hein. On a pris beaucoup de plaisir. Adi et Maxi ont été vraiment très pro dans leur manière de caster, de se comporter au cast et tout. Donc c'était vraiment très cool. Nous, on a, en tout cas, le principal, c'est aussi que nous, on ait pris du plaisir. Si vous avez ressenti le plaisir à l'écran, c'est parfait, quoi. Y a-t-il des Mufasa roulettes? J'ai malheureusement pas pu suivre trop le cast et j'aimerais beaucoup monter ce deck. Il n'y avait aucun Mufasa roulette dans le top 64. C'est un deck qui a été très peu présent sur la journée. Moi, j'en ai vu aucun, ni en table filmée, ni dans les hautes tables. Je pense que le deck est juste trop faible sur la draw. C'est un deck qui ne bat pas Steelsong quand il commence pas, même quand il commence. Sa principale force, c'est d'avoir un start quand il commence très puissant et être capable notamment de battre bleu-rouge. Mais par contre, contre tous les decks gris, le deck est vraiment très sensible. Donc malheureusement... Malheureusement, je pense que Mufasa Roulette, c'est pas son set actuellement. Rofelo, sa top 8, j'ai vu. Oui, on peut regarder sa liste. En plus, avec une liste qui était un peu fait maison, dans le sens où, un petit peu au dernier moment, comme d'habitude, c'est la touch, la Rofelos touch, on l'appellera comme ça. Il a choisi son deck un peu au dernier moment. Donc, il s'est décidé sur Vert Violet, qui était honnêtement le meilleur choix, je pense, de deck à ramener en termes de taux de conversion et de placement dans le format. Il a regardé les différentes listes de Vert Violet de son aveu, hein, je l'ai interviewé, il a pu nous expliquer un peu comment il avait cook son deck, et il a fait un espèce de melting pot. En fait, il y avait toutes les versions de Vert Violet qui ont performé dans les tournois récents, et il a fait le supermarché, c'est-à-dire qu'il a pris un peu d'un, un peu de l'autre, un peu de ci, un peu de ça. C'est pour ça que vous avez des one-off partout dans son deck, un petit Cogworth, une petite Anna,
un petit kit Claude Kicker, une Madame Mime, une petite librairie, un petit Criki. Et l'idée, c'était d'essayer de, lors du jour 1, prendre de l'expérience, voir un petit peu avec quelles cartes il était à l'aise, lesquelles auraient été peu brillantes. Et notamment au jour 2, il pensait faire des side events et justement remodeler son deck en fonction de ce qu'il a trouvé concluant ou pas concluant. Manque de peau pour lui, il a réussi à faire jour 2, et mieux que ça, il a même été jusqu'en top 8, avec du coup une liste un peu alambiquée, très en inadéquation avec les envies de Rofelos, qui aime bien plutôt les listes carrées, stack, avec tout en x4. Mais c'était assez marrant du coup qu'il ait réussi à performer avec son... Moi j'appelle ça son deck supermarché, quoi. Il a pris une bicolorité qui était assez populaire, et il a fait un petit peu sa popote, sa cuisine, un melting pot de tout ce qui était jouable dans le deck, et puis à la fin, voilà, il y avait certaines cartes qui ont brillé plus que d'autres, quoi. Madame Mime n'a pas été brillante, par exemple. Mais c'était assez amusant. Donc félicitations à lui, hein, il arrive jusqu'en top 8. Il s'incline en top 8 contre le Steel Song de Raklem. Je connais absolument pas Lorcana, mais la façon dont tu en parles, ça me donne envie de m'y mettre. Mais fonce, Florent Nguyen, c'est un très bon jeu. Petite question, est-ce que tu apporterais quelques modifications à la liste qui a terminé première? Alors non, j'aurais pas du tout cette prétention-là, parce que je sais que Jérôme a beaucoup cook son deck pour avoir entre guillemets la meilleure version dans ce metagame actuel. Je le rejoins juste sur un point, c'est que moi j'aime pas les muses dans Green Steel. C'est notamment le parti que j'avais pris quand je suis allé à Londres pour le tournoi influenceur. J'avais aussi enlevé les muses. Pour essayer de passer en dessous de Bleu Rouge, j'avais rajouté des SMI. Je pense que Jérôme a été plus intelligent, il a juste assumé à fond le plan discard et a retiré les SMI pour se concentrer sur vraiment le fait d'attaquer la main de l'adversaire. Je crois que son deck est très bon, hein. J'aime beaucoup le fait d'être très discard oriented avec Lucifer plutôt que d'essayer de passer en dessous, qui est un plan que le deck assume très très mal. Et en même temps, pour ne pas faire trop de concessions à Amber Steel, bah, il a ses 4 Tinkerbell. Donc si tu veux mon avis, non, je changerai rien à sa liste. Je la trouve très bonne pour le coup. Et puis, il a beaucoup plus joué que moi, donc j'aurais pas la prétention de vous proposer une amélioration, quoi. Moi, j'aime prendre les decklists et adapter à ma sauce, mais j'aurais pas la prétention de dire que c'est mieux, quoi. Que c'est mieux que ce qu'il a fait. Parmi les Steel Songs du top 64, il y en avait un qui jouait flûte. Trop fou le gars. Ouais, c'est très marrant. Très marrant, très marrant. Dans mes veines flûte. Magic, Yu-Gi-Oh! Et Lorcana, il fait. De qui vous parlez? De qui vous parlez, le grand Schtroumpf? Le grand Schtroumpf, si tu parles de moi, je fais pas que ces jeux-là, je les fais à peu près tous, en tout cas tous les nouveaux TCG émergents, mais j'imagine que tu dois parler de quelqu'un d'autre dans ce cas-là. De Rofelos, d'accord. Alors Yu-Gi-Oh! Il fait plus le grand Schtroumpf pour le coup. C'est un jeu d'ailleurs qu'il apprécie assez peu. Pas parler pour lui, hein, mais c'est de ce que je sais des discussions que j'ai avec lui. Par contre, il fait aussi un peu de Star Wars. Il fait un peu de Star Wars quand même assez régulièrement. C'est un jeu qu'il apprécie beaucoup, quoi. Ok, est-ce qu'on a fait le tour sur ce Lorca Quest? J'ai essayé vraiment de revenir sur à peu près tout ce qu'il y a eu dans le week-end, que ce soit sur le côté organisation, nous la mise en place du stream, les couacs qu'il y a pu avoir au jour 1, ce que j'estime être plutôt une réussite sur le jour 2, les problèmes liés notamment à la triche dans la communauté. Vraiment, j'ai écarté aucun sujet, hein. On n'est pas là pour faire de la langue de bois, on parle de tout ce qui peut se passer. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous ceux qui ont regardé ce débrief du Lorca Quest. J'ai essayé de parler un petit peu de tous les sujets possibles, inimaginables. Je fais un big up à toutes les personnes avec qui j'ai passé ce week-end délicieux, que ce soit les camarades créateurs de contenu, que ce soit les organisateurs, que ce soit le staff technique de la régie, que ce soit les participants. On a pu parler un peu à tous les joueurs, les interviewer. Tout le monde a été évidemment adorable. Personne n'a refusé une interview, personne n'a refusé une table filmée. Et ça, je tiens à le souligner, à le noter. C'était aussi très satisfaisant pour nous. Donc voilà, je me suis régalé, j'ai passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu et que vous redemanderez évidemment des casts sur Lorcana organisés par ValetPL. Nous, en tout cas, ça nous a amusés et on espère avoir été compétents dans l'exercice. Merci à tous. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.